Je voudrais aujourd'hui partager avec le monde politique les chapitres sur le système politique congolais. Chapitre tiré du manifeste écrit par nous, dénommé « Le manifeste de la rénovation du Congo démocratique ». Le manifeste a été conçu sous forme de texte doctrinal et ensuite présenté sous forme de motion où il a été adopté en première lecture et audition au cours du congrès constitutif des patriotes résolus tenu à Kinshasa du 16 au 17 janvier 2023. Et qui envisageait ces congrès, bien sûr, envisageait en même temps la constitution d'un parti politique progressiste qui devait entamer, disais-je, le combat plutôt pour une nouvelle génération politique. En prescripteur de l'avenir du Congo démocratique, nous allons essayer de faire la constatation des faits ou la constatation des dégâts moraux causés par le système politique dans la société congolaise. Mieux, nous allons relater les circonstances des drames. C'est quoi les systèmes politiques? C'est l'ensemble des principes d'organisation d'une société ou d'une cité. Là, on peut voir la dimension de la définition de Platon et les autres. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la définition comme telle, mais ce qui nous intéresse, qu'est-ce que signifie maintenant les systèmes politiques congolais? Parler du système politique congolais, c'est penser tout de suite au phénomène de survivance du système moboutiste à l'intérieur d'un parti unique, d'un régime dictatorial et d'un État totalitaire. Alors, le système politique congolais, en tant que tel, date des années 1970, notamment la décision du bureau politique du mouvement populaire de la Révolution, je voulais dire MPR ici, décision selon laquelle relative à la mise en garde du peuple congolais, à l'époque du peuple zaïrois, contre les dangers de l'inflation de termes. Terme ici attendait dire le nationalisme zaïrois authentique, de l'authenticité. Quoi? Les recours à l'authenticité. Enfin, une avalanche de terminologie. Face à cette avalanche de terminologie, voulais-je dire, le moboutisme venait donc remplacer l'authenticité. Je parlais tout de suite. Le nationalisme c'est authentique, l'authenticité, l'authenticité, tout ça, on voulait mettre ça ensemble. C'est ça, c'est là où est né le moboutisme. Le moboutisme venait donc de remplacer les termes authenticité, mais avec le moboutisme, c'est l'avènement d'un nouvel ordre social. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant une idéologie absolue du parti et du peuple, à savoir l'authenticité. L'authenticité devient une idéologie. 2. Une ébauche des doctrines d'État, à savoir les manifestes de l'Ancélé. 3. Une méthode à suivre, tracée par la doctrine, c'est-à-dire ici le recours à l'authenticité. Voilà. Le moboutisme devient, en ce moment-là, un système politique. Dès
le système mobutiste propage ou propager et glorifier la pensée, l'action, les enseignements, les opinions et les points de vue du président fondateur du MPR. Les systèmes politiques ainsi constitués au Congo démocratique, Zaïre alors, durant toute la seconde moitié du XXe siècle, est un système où l'inversion des valeurs humaines a remporté sur le vertu. En proliférant de manière cancéreuse la corruption généralisée, les trafics d'influence, le populisme nationaliste, l'enrichissement illicite, le terrorisme intellectuel, les programmes uniques de presse, la médiocrité du personnel politique, la compromission politique et bien d'autres maux qui ont compromis la dignité humaine, plutôt, et la fierté nationale. Mais viendra en 1990 et 80 plutôt, le système mobutiste s'installe. Mais en 1980, lorsqu'il s'installe, et la classe au pouvoir nage dans une douce euphorie. Cependant, il faut souligner, dans cette douce euphorie, les 13 parlementaires issus de cette classe au pouvoir sont épris de justice sociale, font du coup la résistance passive, c'est-à-dire non violente, par leur franchise et leur audace. Ils lancent un défi sans précédent au système politique en présence, en adressant une lettre ouverte au président Mobutu. Les 13 parlementaires passent en revue les maux du système politique, donc du régime mobutiste. Ils réclament une profonde réforme politique garantissant la démocratie et les droits de l'homme. Leur chef de file était un vétéran de l'indépendance. Entendez ici, Étienne Tshisekedi. Tenu à l'écart pendant longtemps par son intransigeance, il incarna à lui seul l'opposition politique au système mobutiste. La démocratie pour Étienne Tshisekedi, selon lui, devra se traduire par la conquête. La démocratie devra se traduire par la conquête de la parole par le peuple, ainsi que par l'édification d'un état de droit. Et c'est ce qui va chercher à consacrer la fin. Premier temps, ça va plutôt consacrer la fin du système mobutiste, c'est-à-dire le système politique taillé par les Mobutu. Le système politique congolais est organisé sur base des problèmes posés ou des problèmes nés, je préfère nés, de la personnalité même du président Mobutu. Problème à la fois sociologique et ésotérique. Pourquoi problème sociologique? Le problème sociologique ici, c'est l'abus du pouvoir personnel qui a conduit au présidentialisme à outrance. Entendez ici, c'est-à-dire un régime politique
qui se caractérise par la prédominance du président, lequel jouit à la fois des prérogatives d'un chef d'État présidentiel et d'un chef d'État parlementaire. Ça, c'est ce qui concerne l'aspect sociologique. En ce qui concerne l'aspect ésotérique, c'est l'excès du pouvoir spirituel. Là, c'était l'abus du pouvoir personnel, ici, c'est l'excès du pouvoir spirituel. Les chefs, c'est-à-dire en qualité du chef de la Prima Curia, une société secrète, vraiment légalisée, je peux dire comme ça, une société secrète destinée à faire vivre à jamais les régimes, c'est-à-dire les systèmes politiques, même au prix du sang et des sacrifices humains. Voilà. Et là, nous avons les témoignages de prélats du Mobutisme qui en disent long. Nous avons les témoignages de Sakombi Ndongo, comme nous avons les témoignages de Kengo Wadondo. Le système politique congolais est un système qui a créé une culture de jouissance, un comportement du marché. Il a créé aussi des habitudes dans les domaines de la production, dans les domaines de la gestion des affaires publiques. Avec le système politique congolais, la classe dirigeante a mis la patrie en péril par son inconscience malencontreuse, par sa maladresse politique, par sa mauvaise gestion des affaires de l'État, et ainsi de suite. On peut seulement tirer un exemple pour ce cas d'espèce. Lorsque nous avons l'IGF qui est en cours aujourd'hui, en exergue depuis 2020, l'IGF a été créé par ordonnance présidentielle en 1987, en pleine émergence du système politique congolais. Mais l'IGF n'a jamais fait un seul contrôle. Je dis bien un seul contrôle, au sens profond du terme, un seul contrôle des finances publiques en droit positif congolais. Aucun contrôle. Donc, en 2003, le président Joseph Kabila, au pouvoir, il a tenté d'organiser, soi-disant, la lutte contre la corruption. Ça n'a pas marché. Il n'a rien touché à ça parce que c'était les agents du système qui étaient toujours en exergue. En 2020, Dieu merci, nous avons pour la première fois touché les systèmes. Avec le président Félix Antoine Tshisekedi, il a touché les systèmes. Il a pour la première fois fait les contrôles. L'IGF a fait pour la première fois les contrôles. Parce que je ne fais pas partie de la présidence de la République, a fait pour la première fois les contrôles des finances publiques. Nous en avons l'impact. Avec les systèmes politiques congolais, la classe savante vit dans l'expectative de très nobles aspirations. Ce qui a à se faire intégrer, chercher à se faire intégrer, la classe savante cherche à se faire intégrer dans les rouages du pouvoir politique d'État, participant au jeu des prédations du leadership politique et un complet acteur, comme disait Frédéric Mulumba. En plein acteur, oui, mais quand nous regardons bien, dans notre système, un deuxième cas, on veut citer les cas de contrôle des finances publiques, c'est la même chose ici. Ici, la classe savante tombe bas dans les systèmes. Nous avons un professeur d'université, un professeur ordinaire qui tombe bas en devenant conseiller du ministre, c'est-à-dire au rang, il descend au rang du directeur
de la fonction publique. Vous comprenez un peu ça? Donc le système, c'est un système très complexe et bizarre. Le système politique congolais est un système téléguidé qui ne résiste donc pas devant l'absurde volonté de l'Occident impérialiste de s'emparer des intérêts du Congo démocratique pour spolier son peuple et pour piller ses richesses. Au lieu de se dérober face aux préjugés entretenus par les médias occidentaux, qui sont des caisses de résonance des superpuissances et des multimédias, des multinationales plutôt, l'ensemble des acteurs du système politique congolais cèdent à leurs désirs, cèdent à leurs pressions économiques, cèdent à leurs pressions politiques, cèdent à leur accusation de la démocratie. Non. La classe politique congolaise fonctionne sans acteurs intellectuels marqués par le bon sens. En ce qui concerne par exemple, la vision même du monde, la vision même de notre société congolaise. C'est un système conservateur, des décideurs, chercheurs de postes politiques, à répétition. C'est le même chef du parti qui devient comme ministre, alors qu'il y a des jeunes cadres dans les partis, mais qui ne deviennent jamais ministre. C'est le président national qui devient l'éternel ministre. La plupart n'ont pas, c'est-à-dire la plupart d'acteurs politiques, même les chefs du parti politique, n'ont pas de convictions politiques, ne font pas preuve de prescripteurs de l'avenir du pays. Donc, les mêmes politiciens réapparaissent sur l'espace politique plus d'un siècle et demi. Voyez-vous? Plus d'un siècle. Plus d'un siècle, ils sont là. Ils sont là. Soit sur recommandation des milieux diplomatiques, soit par les trichements des élections. Encore ici, il faut qu'on souligne, nous sommes toujours dans les systèmes, par les trichements des élections à l'occidental, voudrais-je dire, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans le système à l'occidental. Je m'explique. En 2006, nous avons fait les élections en 2006. On s'est limité à l'élection présidentielle, à l'élection législative, point barre. En 2011, on a fait les élections présidentielles et les élections législatives, point barre. En 2018, législatives, plutôt présidentielles et législatives, on s'est arrêté là. Pourquoi? Parce que ce sont des élections à l'occidental, des élections téléguidées. On a besoin de mettre en place un président qui va respecter aux ordres, qui doit respecter, veiller sur les intérêts occidentaux plutôt que sur les intérêts nationaux. On a besoin de députés nationaux, seulement parce que eux, ils vont voter la loi ou les lois en leur faveur. Souvenez-vous avec le code minier qui a provoqué un tollé parce que les intérêts occidentaux étaient menacés à travers le code minier. Je continue. C'est pour dire que tant que nous continuons avec les élections à l'occidental, la chance est moindre parce que l'Occident prépare les marionnettes. Prépare les marionnettes présidents, c'est ce que je voulais dire. Ne prépare pas, mais met en place les mécanismes pour faire passer les députés en tendance occidentale, en tendance pro-impérialiste. Voilà.
Ça, nous cessons les éléments maintenant de la lutte. Le système est tel que on voit les mêmes personnes revenir. Conséquence du système, depuis les débuts du régime du président Mobutu jusqu'à celui du président Tshisekedi, en passant par les régimes de Kabila I, c'est-à-dire de Laurent Désiré Kabila et de Kabila II, c'est-à-dire de Joseph Kabila, la plupart d'acteurs sont des agents de l'impérialisme néocolonialiste. Qu'on ne les veuille pas, nous les connaissons. Qu'ils collaborent à la déchéance du pays et à la misère de son peuple. Ils ne sont pas là pour le pays. Ils ne sont pas là pour les intérêts nationaux majeurs. Le système politique congolais a un caractère tout à fait apathique. C'est un système où l'assistance technique est conçue sous forme d'asservissement, destiné à endormir les dirigeants politiques pour les utiliser contre l'intérêt du pays, contre la dignité du pays, contre la fierté du pays. C'est un système qui se caractérise donc par une tendance à l'inaction politique moderne. Nous voudrions dire ici, qu'il y a l'influence agonisante du système des Nations Unies comme des nouveaux mythes. Quand je parle du système des Nations Unies, je cite ici la Banque mondiale, le PNUD, l'UNESCO, l'OMS et j'en passe. C'est le système des Nations Unies et nous sommes soumis à là-bas. Il y a aussi les mythes. Les mythes ici, c'est quoi? Nous sommes envahis par les ONG internationales. Je dis bien les ONG internationales. 2. On parle de France-Afrique. On parle de la Russie-Afrique. On parle de la Chine-Afrique. Ce sont des nouveaux mythes qui est dans les systèmes. Conséquence logique, le gouvernement ne contrôle pas ces systèmes. Ne les contrôle pas. Ne les contrôle pas. Ne les contrôle pas. Ni les systèmes des Nations Unies, ni les mythes, les nouveaux mythes, ne sont pas contrôlés. Mais il protège. Le gouvernement qui ne le contrôle pas, mais il protège, malheureusement, passivement. Il protège les droits acquis depuis la signature des clauses d'un traité quelconque. Il est obligé de protéger d'abord ces clauses-là. Et enfin, bref, les décideurs politiques, comme les cadres techniques, ne sont que des innocentes brebis au milieu des loups. Et c'est comme ça que le système fonctionne jusque-là. Mais la rénovation du système politique congolais, il nous faut une révolution, à la fois intellectuelle et populaire. Par la révolution intellectuelle, j'entends dire combattre la croyance à l'aide extérieure ou l'attitude attentiste qui caractérise les systèmes politiques et qui en fait un esclave docile de l'impérialisme de l'argent. 2. Utiliser l'intelligence nationale, donc les capitales savants congolais, pour transformer sur place les richesses sur lesquelles nous sommes assis depuis des années. 3. Nous devons cultiver la bonne gouvernance politique et lutter contre les antivaleurs. Les acteurs politiques et les acteurs techniques
doivent faire montre d'innovation, doivent faire montre de créativité, doivent faire montre d'imagination dans l'exercice de leurs fonctions. Et en fait, en ce qui concerne la révolution populaire, il s'agit ici de mobiliser de manière permanente et effective les masses populaires et en faire des véritables alliés pour le développement durable. Deux, il faut prédisposer le peuple. Il faut prédisposer le peuple à s'assumer, à s'organiser, à prendre en main son propre destin. Donc, il faut amener le peuple à s'autodéterminer par certains droits, le droit à l'autodétermination. Il faut enfin amener le peuple à prendre conscience, à être responsable de ce qui s'est fait au niveau national comme au niveau international. Il doit connaître son ennemi. Le peuple doit connaître son ennemi. L'ennemi du peuple, c'est qui? Il doit connaître son ennemi, c'est l'Occident. Parfois, les agresseurs voisins, les pays voisins agresseurs, ne sont pas vraiment des ennemis directs. Ce sont les instruments, les canaux pour atteindre la RDC. Alors, il faudrait que le peuple, pour qu'il y ait une révolution populaire, parce que le peuple doit être vigilant. Parce que la vigilance, ce n'est pas l'affaire de l'officiel. La vigilance, c'est l'affaire du peuple. La vigilance est populaire. C'est le peuple qui doit être vigilant. Et c'est le peuple qui doit prendre conscience pour qu'il ne soit plus dupe des puissances ou des superpuissances. Parce que c'est ça notre mal. C'est ça notre mal. Alors, nous avons compris que le système politique congolais est le seul responsable du drame congolais. J'ai dit.